Le micro. Bonjour. Donc, effectivement, je vais vous présenter un essai d'analyse autour des écrits de descendants d'émigrés, donc écrits tout à fait contemporains. Alors, je suis, comme l'a dit Isabelle, secrétaire de l'association Les Béarnais de Paris, et nous entretenons, je dois dire, d'excellentes relations avec la Maison Basque de Paris. Je suis également enseignante-chercheur honoraire en sociologie de l'Université d'Artois et je suis aussi moi-même descendante d'émigrés. Donc, du côté de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle, 9 personnes sont parties en Argentine, 2 sont revenues, les femmes sont restées et j'ai retrouvé récemment plusieurs familles descendantes de ces grands-tantes. Donc, quand je vais parler des écrits des descendants d'immigrés, je vais aussi parler des écrits que j'ai produits moi-même. Donc, je suis partie prenante de cette démarche d'écriture. Je vais bien sûr tenter de prendre du recul pour avoir proposé des analyses par rapport à cette thématique. Alors, je reprends rapidement, vraiment très rapidement, l'immigration telle qu'on la connaît, de Basques, Béarnais, Bigourdans, entre autres, qui, pour certains, ont gardé des liens avec leur famille, pour d'autres, ne les ont pas gardés. Donc, c'est vrai que c'est un rapport avec ce que je vais expliquer. Le temps passe, bien sûr, cette immigration tombe dans l'oubli, c'est bien documenté par plusieurs chercheurs. Et puis, l'intérêt pour cette immigration renaît, ou naît plus exactement, couplé avec un engouement pour les recherches généalogiques très présent en France, avec un véritable marché qui se développe, des sites dont j'ai cité quelques-uns ici, que connaissent bien les généalogistes, les personnes qui recherchent leurs origines, Philae, Généanet, Family Search, etc. Des associations se créent aussi autour de la mémoire de la recherche de descendants d'émigrés. Alors, secteur très florissant, beaucoup de sites contributifs, collaboratifs, des communautés de chercheurs, des rencontres, des publications. C'est vraiment quelque chose qui est très vivant. Généanet, à titre d'exemple, en 2020, déclare 1,3 million d'arbres généalogiques pour près de 1,4 milliard d'individus. Donc, c'est un site évidemment international. 5,5 millions de visiteurs par mois, 100 millions de requêtes par jour, quelque chose de tout à fait énorme. Et par ailleurs, les outils sur Internet se développent. On a beaucoup de numérisation d'archives départementales ou autres, etc. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui se développe en France et je dirais dans le monde, c'est ce qu'on appelle la promotion de soi. C'est-à-dire chacun et chacune dispose aujourd'hui de nombreux supports sur lesquels il peut raconter sa vie, en tout ou en partie. Et on a beaucoup ce que j'ai appelé de micro-artistes, conteurs, chanteurs, etc. Des gens qui créent leur site aussi. Donc, des plateformes d'auto-publication gratuites, mises à disposition gratuitement aussi du public. Quand on fait un site, par exemple, il est mis à disposition du public. Facebook est d'accès gratuit. Donc, raconter sa vie de famille est largement facilité aujourd'hui et est encouragé avec des exemples d'auteurs, d'écrivains connus comme Amin Malouf, par exemple, Laurent Benegui, qui récemment a écrit un livre sur l'épopée de la génération de ses grands-parents à Cuba. Alors, la caractéristique de ces récits de descendants d'émigrés, de leurs recherches, c'est qu'il s'agit d'une généalogie descendante. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait de la généalogie, on essaye de remonter assez haut, quelquefois des siècles en arrière. Là, on essaye de descendre, c'est-à-dire qu'on va partir des défunts, on va partir des ancêtres pour retrouver leurs descendants. Et finalement, à travers le parcours de ces personnes qui sont défuntes aujourd'hui, puisqu'elles ont émigré il y a plus d'un siècle, on recherche des personnes vivantes et quelquefois, on pourrait dire qu'on se recherche aussi un petit peu soi-même. Alors, c'est une citation que j'ai trouvée intéressante de Vinciane Després qui a écrit « Au bonheur des morts ». Le dialogue avec les morts ne doit en aucun cas être rompu avant qu'ils ne délivrent ce qui du futur est enterré avec eux.
cette phrase vraiment très intéressante par rapport à la quête des descendants d'émigrés. Alors, pour cette étude, alors non seulement je suis secrétaire de l'Association des Béarnais de Paris, mais je vais aggraver mon cas en vous disant que j'ai peu de documents émanant de descendants d'émigrés basques. Il se trouve, alors j'espère quand même que ce que je vais expliquer trouvera un écho parmi les descendants d'émigrés basques. Donc j'ai pris trois supports. La revue Partir, dont j'ai pris le premier et le dernier numéro, qui a été évoqué hier, la revue de l'Association pour la recherche de l'immigration. Un recueil qui est Les Nouvelles de Rio de la Plata, qui a été édité par l'association Béarn Argentina, qui est plutôt en sommeil aujourd'hui. Et puis un dernier document de 2019, Rêve d'Amérique, qui a été édité par l'association Argentine Bigorre, Association Bigorre Argentine Uruguay, là-bas, de Bigorre. Alors bon, là, simplement, j'ai le détail dans cette diapositive des références de ces documents. Alors, quand j'ai vraiment pris le parti de ne prendre que des textes écrits par des descendants d'émigrés. C'est-à-dire, j'ai mis de côté les textes écrits, ou les articles écrits par des personnes qui ont cherché pour des descendants d'émigrés, ou qui ont fait pour eux-mêmes ou pour un intérêt mémoriel particulier des recherches sur certaines familles. C'est vraiment les descendants d'immigrés qui m'ont intéressé dans cette recherche, ce qu'ils disent et comment ils le disent. Donc j'ai récupéré un corpus de 91 textes courts, je ne vais pas détailler tout le tableau, 51 de la revue Partir, 10 nouvelles et 4 récits dans Nouvelles de Rio de la Plata et 26 récits dans Rêve d'Amérique, écrit par des hommes et des femmes, dans même proportion pour les deux premiers documents, plus de femmes que d'hommes dans Rêve d'Amérique, originaires du Pays Basque, du Béarn, de Bigorre, pour les Français, et puis d'autres pays pour la revue Partir, qui a 23 numéros, donc évidemment encore plus large. Alors, les textes sont écrits en français, en castillan, en espagnol, quelques-uns en occitan, quelques-uns traduits français-espagnol. Voilà. Alors, ces auteurs, qui sont-ils ? Ce sont pour la plupart des retraités, ce qui se conçoit, car écrire, rechercher demande une grande disponibilité de temps, de moyens aussi. Et c'est aussi la retraite, sans doute une période de la vie où on se penche un peu plus facilement, un peu plus aisément vers ses origines ou vers ses ancêtres que quand on est en pleine vie active. Ce sont des personnes qui savent se servir d'Internet, qui ont des ressources pour faire des voyages en Amérique ou en France, puisqu'il y a quelques descendants d'émigrés argentins en particulier ou issus des pays d'accueil. Alors, beaucoup ne maîtrisent pas les techniques de recherche et ne maîtrisent ni l'espagnol ni l'anglais, ce qui est un véritable obstacle à la recherche, ce qui explique sans doute en partie l'appel aux associations pour faciliter les recherches. Et je pense que c'est d'ailleurs un obstacle qui est aussi présent lors des retrouvailles avec les cousins. Alors, dans chaque famille, on retrouve à peu près le même scénario, si je peux dire, c'est-à-dire une personne qui va se motiver particulièrement et se lancer dans la recherche des descendants et des aïeux émigrés à partir de documents familiaux, de souvenirs, alors plus ou moins reconstruits. Et alors le thème du grenier est assez présent, c'est-à-dire que quand on emménage dans une maison, quand on décide de faire un grand ménage, quand on prend sa retraite, on monte et on trouve des choses souvent assez intéressantes et assez émouvantes par rapport à des lettres, des photos, etc. Et puis, la personne qui écrit ce témoignage répond souvent à un appel à témoignage. La revue Partir, dans ses premiers numéros, a fait un appel à témoignage, et pour les deux autres recueils, c'est la même chose. Alors, une question que je me suis posée très vite, c'est est-ce que ces textes ressortent de la mémoire ou ressortent de l'histoire ? Après les avoir lus, je pense qu'ils ressortent plus clairement de la mémoire. Alors, j'ai pris une citation de Pierre Nora. La mémoire est toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie. Et là, souvenir et amnésie, il y en a pas mal. Et c'est un phénomène toujours actuel. L'histoire est une représentation du passé. D'une certaine manière, l'histoire serait plus objectivante et la mémoire plus subjective.
Alors, j'ai une expression que j'ai trouvée dans le livre de Laurent Benegui, Retour à Cuba. Je trouvais ça intéressant. C'est l'histoire familiale laisse une empreinte dans la vie familiale. Et il écrit, il ne s'agissait pas d'un souvenir, mais d'une empreinte que je tentais d'explorer par l'imaginaire, retournant ainsi plus d'un siècle en arrière au matin du mardi 10 août 1915. Et ensuite, il démarre une partie fictionnelle. Voilà. La notion d'empreinte m'a paru assez pertinente. Alors, cette mémoire, elle est assumée par les 3 supports que j'ai choisis. Michel Papy, dans le numéro 1 de la revue Partir, qui était le président de l'association dont on a parlé hier pour la Maison pour la mémoire de l'immigration dans un premier temps, dit il s'agit d'une mémoire qui n'est pas uniquement tournée vers le passé, mais elle est vive, ancrée dans le présent, faite de souvenirs autant que de témoignages des retrouvailles actuelles. Dans Rêve d'Amérique aussi, l'explication dans la préface, c'est que ces textes présentés sont dans un processus de transmission. Les récits familiaux collectés sont une porte d'entrée accueillante sur une page d'histoire. Ils prennent bien garde à ne pas dire ce sont de l'histoire, c'est une porte d'entrée vers une page d'histoire. Et les auteurs ont pu se frotter à l'intimité de l'histoire familiale passée, poser prudemment des mots sur une réalité recomposée. Je trouve que c'est une manière très délicate de présenter les textes qui sont dans ce recueil. Alors, pour les nouvelles de Rio de la Plata, là, la subjectivité est carrément revendiquée, car pour les 20 ans de cette association, il y avait eu un appel qui a été fait à des nouvelles, un concours de nouvelles, et c'était bien nouvelles, ce n'était pas un récit ou témoignage. Donc, les participants étaient invités à entrer dans la fiction par rapport à la vie de leurs ascendants. Donc, ils le disent bien dans la préface, l'association. On parle de l'inconscient collectif des Béarnais et de leur histoire migratoire. On parle d'une histoire faite de faits incontestables, mais aussi, et peut-être surtout, de toutes les projections susceptibles de s'établir de part et d'autre de l'Atlantique, incluant sentiment comme ressentiment. Et enfin, fiction, témoignage, peu importe ou les deux à la fois, lorsque nous l'inventons, la réalité n'est peut-être pas moins vraie, tant elle est de toute façon pétrie de notre imagination. Donc là, on assume littéralement le côté fictionnel. Alors, un certain nombre des textes que j'ai lus sont des articles courts, donc des textes courts, sont assez neutres, c'est-à-dire qu'ils présentent des généalogies, des histoires de frères, de sœurs immigrés, leur mariage, la profession qu'ils ont exercée, etc. Et puis, il y en a d'autres qui laissent percevoir les motivations de ces descendants d'immigrés qui écrivent. Et je me suis plutôt attachée à cela, je les ai trouvés intéressants pour essayer de comprendre pourquoi on se met à écrire, pourquoi on se met à chercher les descendants, ce qui se passe quand on les trouve et d'où vient, plus précisément que ce que j'ai donné comme données générales de cadrage, d'où vient ce souhait et cette réalisation surtout du souhait d'écrire. Alors, quand on se penche sur la psychogénéalogie, j'ai mis un extrait d'un livre de Doris Élise Langlois qui détaille cette démarche. C'est une démarche qui consiste à découvrir comment notre passé habite notre présent. J'ai retrouvé tout à fait cette démarche chez une autrice qui dit « Qui suis-je ? Quelles circonstances m'ont amené où je suis ? Qui a pesé pour que ma vie actuelle se déroule ainsi ?» Elle s'interroge vraiment sur le poids, pour le coup, l'empreinte de ses aïeux sur sa propre vie. Alors, il s'agit de ressusciter, avec un jeu de mots sur ressusciter, l'histoire familiale. C'est Vinciane Després qui en parle dans Au bonheur des morts. Elle explique qu'il faut recomposer, reconnecter des morts, certes, mais aussi des récits, des histoires qui les portent, qui se situent à partir d'eux, vers d'autres narrations qui ressuscitent et qui elles-mêmes demandent à être ressuscitées. Et à l'appui de cette citation, en illustration, la question que pose une autrice aussi dans Rêve d'Amérique, quel a été le chemin de vie de chacune et de chacun? Quels sont les soubresauts qui ont agité la jeune République argentine? Et une autre qui explique d'en partir, quant à moi, je garde précieusement une boîte contenant la terre ramenée de Las Palmas et Montregasta. Elle ira un jour dans la tombe lacamoire de vieille Nave en Béarn et la boucle sera bouclée. Cette histoire de boucle bouclée, on la retrouve dans plusieurs textes. On a l'impression que le début de la boucle, c'est le départ des ancêtres. Il y a une sorte de cercle qui n'a pas été fermé et qui va se fermer par
la réconciliation ou la réparation de cette émigration qui avait sans doute déchiré quelque chose. Donc la transmission pour la réparation, c'est un thème qui est récurrent dans de nombreux textes. Une autrice aussi écrit « Nous sommes face à un puzzle qui lentement se reconstitue. En rédigeant ce récit de l'immigration, je ne suis qu'une passeuse de mémoire. » Donc elle pense aussi aux suivants qui vont la suivre. Et toujours le thème de la terre de Béarn en Argentine, et réciproquement d'ailleurs, parce qu'il y a les deux se font. Alors ça peut se faire aussi, cette boucle bouclée, par le biais d'une pierre qu'on va prendre dans le mur de la maison de l'ancêtre, une tuile, un objet symbolique qu'on va amener chez soi de l'autre côté de l'océan. Donc voilà, l'instant est irréel, j'ai rempli la mission que je m'étais fixée. Là, certains auteurs, autrices, s'assignent une mission, vraiment quelque chose de très fort qui va les habiter, les prendre pendant longtemps. Tous prennent une poignée qu'ils jettent sur les ruines. Alors, un exemple de mission réparatrice en héritage, c'est sans doute le texte le plus émouvant que j'ai trouvé parmi tous ces textes de descendants d'émigrés. Il a été écrit par Michel Doyen dans la revue Partir. Le titre, je ne sais pas si on le voit là clairement, c'est « Toute une vie à rechercher ses parents émigrés en Argentine ». Il raconte l'histoire de sa mère, Georgette Mamous, qui a été confiée avant leur départ en Argentine par ses parents. Ils avaient 3 enfants, un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 6 ans, donc Georgette, et une plus grande de 9 ans. Les 2 filles ont été confiées aux parents, l'une en Pays Basque, l'autre dans le Gers, et le petit garçon est parti avec ses parents. Et ils sont partis donc en Argentine. Et jamais ils n'ont donné de nouvelles. C'est-à-dire que Georgette n'a jamais eu de nouvelles de ses parents. Ça a été un déchirement continu pour elle. Elle a cherché, mais à l'époque où elle le faisait, les moyens n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui. Elle ne les a jamais trouvés. Et elle est morte sans savoir ce qu'ils étaient devenus, sans avoir de nouvelles. On imagine la béance que ça représente dans sa vie. Et elle a transmis quelque chose à son fils. Et alors, ce qui est particulièrement, je trouve, significatif, c'est que Michel donc, écrit dans la revue « Nous sommes en 2017, maman. Ton fils Michou est en contact avec tous les descendants Mamous établis à Buenos Aires et Anchorena, San Luis, etc. » Donc, il s'adresse à sa mère, lui-même, donc, après le décès de sa mère, a eu la disponibilité pour chercher et s'est fait aider en l'occurrence par l'Association pour la mémoire de l'émigration qui vraiment a fait tout ce travail et il a pu retrouver les descendants du frère donc de sa mère et on a des photos très, très touchantes, on voit tous ces hommes et ces femmes déjà vieillissants hein, qui se retrouvent. Donc là c'est vraiment la mission réparatrice que s'est assigné Michel Doyen. Alors j'en suis venue à me dire que ces morts quand même qui servent de guide finalement pour retrouver les vivants, ils sont eux-mêmes assez vivants dans l'ensemble. C'est-à-dire que les auteurs et autrices s'adressent à eux nominativement ou pas. Alors dans la première citation, ces quelques jours ont permis de combler un grand vide, c'était pour nous comme si nous l'avions retrouvé. On est un petit peu dans la distance. Et puis quelquefois, on n'est plus dans la distance, par exemple, dans Nouvelles du Rio de la Plata, je suis là, abuelita. Elle s'adresse directement à sa grand-mère, sur ta terre d'accueil argentine, ce jour avec Antonio, ton petit-fils, écoute voir, abuelita, me oyes, mi abuelita americana de los cañaverales, aquí estoy. C'est-à-dire vraiment, elle parle à sa grand-mère défunte comme à quelqu'un, elle est en dialogue, en interaction avec cette grand-mère défunte. Également une autre autrice qui dit « Je pensais si fort à lui que je disais toujours, un jour, il m'entendra », le défunt en question. Et puis moi-même, j'ai écrit dans un article dans le dernier numéro de la revue « Dors en paix », donc je m'adresse à l'auteur d'une lettre qui m'a permis de retrouver les descendants de ma famille. « Dors en paix, ta lettre a trouvé son chemin, elle est arrivée à destination et une valse argentine berce à jamais le lien retrouvé. » Voilà, donc on est vraiment avec des morts qui sont vivants, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça, comme on verra tout à l'heure. Alors, il y a une certaine héroïsation de cette émigration qui transparaît dans de nombreux textes. Alors, cette citation-là m'a paru assez significative. Cette autrice explique « J'ai un grand respect
pour donc les ancêtres émigrés. Je découvre le courage, le désespoir, les déchirements des membres de cette famille lors des séparations, la nostalgie du pays, l'ambition, l'aventure. Il y a tout dans cette citation. Le courage, le désespoir, le déchirement, les séparations, la nostalgie, mais quand même à la fin de thèmes qui sont beaucoup plus dynamiques, c'est l'ambition et l'aventure. Donc cette donnée-là qui était certainement présente parmi les émigrés. Et puis, un autre auteur parle de la statue d'Espartar qui se trouve à Séméac, qui parle des coteaux pyrénéens si chers à ceux qui les quittèrent, et qui explique, elle rappelle la douleur et l'effort fournis par ceux qui s'arrachèrent un jour à leur terre pour un avenir meilleur. Donc là, on est dans cette espèce de, je dirais, une sorte de dramaturgie de ces départs d'émigrés. Alors, avec quelques anachronismes, j'ai repéré un anachronisme assez courant au niveau de l'âge. Une autrice qui dit « Mais je suis stupéfaite car Marie avait 18 ans et Joséphine 15 ans lors de leur départ. Rêve d'Amérique, pourquoi sont-elles parties si jeunes ?» En fait, quand on essaie de recaler un peu les choses, avoir 15 ans à la fin du 19e siècle n'a aucun rapport quasiment avec avoir 15 ans aujourd'hui. En 1874, une loi est passée qui interdit le travail des enfants avant 12 ans, ce qui veut dire qu'il l'autorise après 12 ans. Les enfants après 12 ans pouvaient travailler 6 heures par jour. Comme il y avait très peu d'inspecteurs du travail, on imagine que cette loi n'était pas très bien respectée. Donc 15 ans, 18 ans, c'est un âge assez courant, qui est l'âge du départ. Et du reste, ces deux jeunes filles sont parties accompagnées par une famille et ne sont pas parties seules. Comment est-il parti si jeune, si loin? Et je rappelle simplement que dans le film Lo que me contó abuelito, le film est ouvert par Jeanne Hourgras qui raconte très bien comment à 16 ans, elle a été envoyée par son père travailler et voilà, elle a commencé à travailler tout de suite. Alors, la question de la douleur de l'exil m'a interrogée parce qu'elle revient à plusieurs reprises sans qu'elle soit forcément étayée par un récit qui soit particulièrement chargé de catastrophes. Un petit exemple, 2 ans plus tard, elle épouse Louis Mengel. Que penser? Que d'émotions, quel déchirement. Amélie, ma grand-mère, me disait que les lettres de Marie étaient nostalgiques, etc. Dans cet article s'appelle « Les jeunes sœurs adhèrent », un exil douloureux. Rien dans le récit ne vient corroborer la douleur de l'exil. Ces jeunes femmes sont arrivées accompagnées, elles se sont mariées, ce qui était expliqué, elles ont eu des enfants, une situation relativement confortable, ce qui ne relève pas quand même de la catastrophe. Donc, c'est un petit peu surprenant de voir le décalage entre la manière dont cet exil est représenté et finalement les faits qui permettraient d'étayer cette douleur. Alors, je me suis posé la question de savoir si cette souffrance n'était pas plutôt celle de ceux qui restaient au pays, en fait. Parce qu'on savait peu de choses, finalement. Dans les lettres, les émigrés parlent peu de leur souffrance. Ils sont pudiques, ils disent peu de choses. Par contre, les descendants des émigrés, qui sont de ce côté-ci de l'Atlantique, sont porteurs de l'histoire de leur propre famille française, si je peux dire, ou de la chaîne pyrénéenne. Et donc, ils peuvent être porteurs de cette souffrance du départ, parce qu'il pouvait y avoir aussi, pour ceux qui restaient, une envie par rapport à ceux qui partaient, d'autant plus si ceux qui partaient ne disaient pas tout sur ce qui se passait en Amérique, cachaient un peu des choses. Et puis, ceux qui restaient devaient rester aussi s'occuper des vieilles personnes, par exemple, de leurs parents. On en laissait toujours au moins un pour qu'ils s'occupent des parents, etc. Donc, finalement, on sait peu de choses de la souffrance de ceux qui sont partis, et pourtant, elle est bien présente dans les écrits. À titre d'exemple, une lettre de Julie Cassou, qui avait été collectée par Ariane Brunton, qui écrit en 1892, elle est à San Francisco, elle écrit à une amie: « Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu un seul regret pour Oloron. Ici, je suis libre de moi. Personne ne viendra mettre le nez dans mes affaires. » C'était une des motivations à l'immigration, c'était la pression, le carcan, quelquefois des petites communautés. Encore au Oloron, il y avait à peu près 10 000 personnes, mais il y avait des villages où on était à quelques centaines de personnes. Et l'immigration était une soupape aussi, en particulier pour les jeunes femmes, celles qu'on appelait les filles mères, qui partaient pour essayer de trouver un avenir un peu meilleur que ce qu'elles avaient dans les Pyrénées. Alors, dans ces textes aussi, on a quelquefois un aspect magique et quasiment onirique. Par exemple,
Pour ma part, je ne savais comment remercier Lily, qui est la présidente de l'Association pour la mémoire de l'immigration, Lily Casasus, qui fait beaucoup de recherches. J'avais presque du mal à croire que mon rêve s'était réalisé. J'ai appris qu'il ne fallait jamais désespérer. Et la force affective que met cette autrice quand elle parle des retrouvailles. Et le titre d'ailleurs de l'article qu'elle a écrit avec son mari, « Des coteaux de l'Arrête à la Pampa argentine, l'espoir au bout du chemin ». Et d'ailleurs, je me suis demandé si l'espoir était pour les émigrés qui sont partis, ou s'il n'était pas aussi pour les descendants d'émigrés qui ont fini par retrouver leurs cousins. Comment ce miracle fut-il possible? On est carrément dans la logique du miracle. Et puis un texte en espagnol que je laisse lire aux hispanisants s'ils arrivent à déchiffrer, que je traduis. Tout commence à se réveiller en moi comme au sortir d'une léthargie en 1987, quand, pendant mes études de bibliothécaire, une professeure de littérature m'a demandé « Votre nom est français ?» Et à partir de là, voilà, le déclic se fait, elle commence à rechercher. C'est le baiser du prince charmant à la Belle au bois dormant qui réveille complètement, comme au sortir d'une léthargie. Vraiment, l'image est forte. Hein. Donc, sort d'un... Alors, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que quand il s'agit de retrouvailles, et il y a beaucoup de récits de recherche et de retrouvailles, elles sont toujours formidables. C'est-à-dire, c'est toujours idyllique, c'est merveilleux, avec des photos. Alors, moi, j'ai vu là une photo à gauche du festin que m'a préparé ma famille argentine en 2019 quand je les ai retrouvées. Je l'ai mise là parce qu'elle était sur mon ordinateur, c'était plus simple pour la... Puis elle est assez significative. D'autres photos de la revue Partir. Donc, on a toujours des gens qui sont absolument ravis de se retrouver. Et comme le dit Ariane Brunton avec une certaine malice dans la revue Migrance, c'est le rêve d'une famille que l'on sait désormais exister, mais suffisamment éloignée pour ne pas devenir un voisin de palier, que par ailleurs on ignore royalement. Ça, assez vrai. Et c'est vrai que ce sont des familles merveilleuses parce qu'elles sont loin, 10 000 kilomètres. Bon. On se voit peu, forcément, en plus avec tout ce qui nous arrive là, d'un point de vue sanitaire encore moins. Donc, on a des moyens de communication, WhatsApp, Internet, Facebook, etc., et j'en passe. Donc, on peut communiquer, mais on n'est pas dans le contact direct et on n'a pas besoin d'organiser des repas de Noël qui, quelquefois, terminent pas très, très bien. Donc, c'est quand même formidable. Et je me suis vraiment dit que c'est des familles... Alors, problème quand même, quand on se retrouve sans parler la même langue. Ça, c'est un véritable problème qui, je pense, devrait être peut-être signalé aux personnes qui se mettent en quête. Souvent, quand la recherche aboutit, qu'on retrouve les descendants, quelquefois, dans certains articles, j'ai vu, maintenant, il faut que je me mette à l'espagnol. Quand on a 70 ans ou plus, c'est quand même un petit peu, sans doute, compliqué d'entrer dans une langue, dans une culture aussi, dans un ensemble de cultures. Voilà, dans tous les cas, les retrouvailles sont merveilleuses. Et puis, il y a beaucoup d'émotions. Alors là, le thème des émotions est très, très présent et elles sont nombreuses, elles sont difficiles à exprimer. Ça avait été renseigné aussi par deux chercheurs et certainement d'autres. Et puis, les émotions durent. Parce qu'une émotion, c'est un état psychologique et physiologique qui, normalement, ne dure pas. Et puis là, ça dure. Ça dure. À chaque fois qu'on repart dans la recherche, on est dans un état émotionnel tout à fait particulier. Mais elles sont difficiles à exprimer. Alors, quelques exemples. Une nouvelle bonne dose d'émotion de part et d'autre de l'Amérique. Bon. Je vous laisse deviner ma joie. On n'a plus qu'à deviner. Quel moment exceptionnel de prendre l'apéritif avec une partie de la famille dans la cour que Luc a traversé tant de fois. Que d'émotions. Quelle émotion a marché dans les rues du village, comme Luc le faisait. Je me rappelle un moment intense en émotion, etc. Une pensée très forte à ce moment-là pour ma grand-mère, si elle était là. Là aussi, c'est l'appel à l'aïeul. Alors, ces émotions sont très présentes et alors, difficiles à exprimer pour les auteurs de récits, plus simples sans doute, dans tous les cas plus transmissibles pour ceux des nouvelles dans le recueil Nouvelles du Rio de la Plata. L'émotion qui est transmise vient sans doute de l'identification au personnage. On n'a pas besoin dans ces nouvelles de dire « je suis ému en vous parlant de ça » parce que la forme même l'autorise. Alors, j'ai choisi quatre premières phrases de 4 nouvelles. C'est vraiment l'entame de chaque nouvelle. Le Giulio Cesare s'approche du port de Buenos Aires. Saturnina se penche sur le bastingage. Elle aperçoit au loin l'hôtel des immigrants.
Donc on est avec Saturnina qui arrive à Buenos Aires. Cher journal, c'est un texte collectif écrit par des collégiens, je sentais que quelque chose d'important se passait à la maison et ce matin, j'entrais dans la cuisine et j'entendis papa et maman parler. Donc on est vraiment avec la jeune fille qui raconte. Vincent gisait sur la grande table de la cuisine où on l'avait transporté, la jambe gauche sans doute brisée en plusieurs endroits. On est en pleine dramaturgie. Et quand le petit Paul se réveilla, recroquevillé sur une couverture près de sa mère enceinte, le bateau était en plein océan. Donc on nous emmène dans l'action avec ces personnages qui sont tous des ancêtres dont on revisite l'histoire. Alors, du mystère et du romanesque, là c'est moi qui écris, ce ne sont plus des citations. En fait, je me suis beaucoup interrogée sur cette question de recherche véritablement et de ses motivations. Et c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, mais, et c'est sans doute là que naît l'émotion. D'accord, je conclus. J'en suis juste à la conclusion d'ailleurs. Donc, c'est un voyage parce que en fait, on recherche des morts qui, pour le temps de la recherche, sont vivants. Ils sont vraiment à côté de nous. Et puis, en fait, non, ils sont morts. C'est raté, quoi. Bon. Et là, c'est quelque chose qui renaît tout le temps. Ça renaît tout le temps. Alors, j'avais une petite anecdote, mais que je réserverai pour l'article, pour ne pas alourdir mon intervention. C'est-à-dire que tant qu'on les cherche, ce sont des personnes. C'est-à-dire, nos grands-parents ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils prennent le bateau. Et ça, c'est formidable. On est avec eux, bon, etc. On retrouve leur date d'arrivée, on retrouve des actes d'état civil, etc. Mais on est au bord de les toucher, mais en fait, ces personnes-là sont devenues des personnages. Et on est dans une quête incessante de les toucher, mais non, on n'y arrivera jamais. Et je pense que là, il y a quelque chose de fort qui fait que les larmes montent et qu'on ne peut pas réparer les destins. On peut réparer une histoire familiale à travers les descendants, les rencontres entre les descendants. On ne peut pas réparer leur histoire quand elle a été souvent, d'ailleurs, quelquefois assez difficile. Donc, alors, il y a une part de mystère aussi. On endosse un chagrin supposé de l'exil. Et puis, il y a aussi le fait que tous ces retraités qui se mettent à rechercher leurs ascendants et leurs cousins vivent aussi une véritable aventure. Dans ces vies peut-être un petit peu routinières, personnes qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui s'occupent de leur jardin, qui font des voyages d'agrément, etc. Il y a quelque chose de très flamboyant, une aventure qui est une aventure qui peut être intérieure aussi, puisqu'elle se passe aussi chez soi et dans sa propre personne, et cette recherche est en soi une aventure. Alors, pour conclure, je dirais que c'est aussi une mémoire des anonymes. Et là, je trouve ça très intéressant. C'est que quand on nous parle de l'immigration, qu'elle soit basque, béarnaise, bigourdane, etc., on nous parle des grands hommes, on ne parle pas des grandes femmes, parce qu'on l'a vu, elles sont un petit peu en retrait, mais on nous parle de ceux qui ont fait l'Argentine, puis Redon, la Douce, et tous ceux qui ont construit un certain nombre de choses. Mais en fait, l'immigration a été faite fondamentalement par ces centaines de milliers de personnes complètement anonymes qui ont participé à la construction du pays. Et je dirais que là, véritablement, je pense que ces écrits ont une valeur patrimoniale et pourraient constituer un matériau pour des études historiques qui parleraient d'eux et qui, par exemple, avec une cartographie de tous ces départs, toutes ces arrivées. Et la manière dont les descendants parlent de cette immigration, c'est en soi un objet de recherche. C'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être creusé. Et enfin, je saluerais la vaillance de tous ces auteurs et autrices dont beaucoup écrivent pour la première fois. Et c'est pas rien de se mettre sur son clavier d'ordinateur ou devant sa feuille pour raconter son histoire. Et puis aussi pour tous ceux qui les ont aidés quelquefois à remettre en forme les écrits, qui ont fait les collectes et qui ont constitué tous ces recueils, cette revue, etc. Et dans tous les cas, ces écrits témoignent de la vitalité des recherches actuelles autour de l'émigration. Voilà.